Sud Radio, le débat de la semaine. Est-ce que vous allez regarder cette Coupe du Monde au Qatar? C'est l'une des questions qu'on va se poser avec nos invités. Nous sommes avec Lamia El Harraj. Bonjour à vous. Conseillère de Paris, porte-parole du Parti Socialiste. Nous sommes avec Emmanuel Bléry. Bonjour à vous. Bonjour. Député Rassemblement National du Pas-de-Calais. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour à vous. Bonjour. Vice-président de l'UDI, vice-président UDI de la région Île-de-France. Vous êtes par ailleurs maire du même parti de la ville de Mennecy, toujours évidemment en Île-de-France. Je reviens sur ces propos tenus il y a quelques minutes par le président de la FIFA, Fédération internationale de football, qui organise la Coupe du Monde, le Suisse Gianni Infantino, qui fustige les critiques contre le Qatar. Il fustige ce qu'il appelle des leçons de morale qui relèveraient selon lui de l'hypocrisie. Et nous, Européens, dit-il, nous devrions nous excuser pour ce qu'on a fait depuis 3000 ans. On devrait s'excuser aussi pour les 3000 années à venir. Il ajoute qu'il se sent arabe, gay, travailleur migrant, donc solidaire de toutes les personnes qu'on pourrait accuser le Qatar d'avoir maltraité lors de la construction des stades. Et il ajoute: j'ai été moi-même victime de discrimination puisque j'ai été victime d'intimidation en ayant les cheveux roux à l'époque où il avait donc des cheveux. Fin de citation. Je vous ai donné pêle-mêle l'ensemble de ces propos. Alors, première question, je vous demanderai une réponse lapidaire à chacun de vous trois. Est-ce que ça vous donne envie de la regarder, cette Coupe du Monde? Lamia El Harraj. Excusez-moi, j'ai bugué sur les cheveux roux. Donc, oui, comme tout le monde, vous inquiétez pas. J'arrive pas trop à m'en remettre. Écoutez, moi déjà je suis plus rugby que foot, donc c'est un autre débat, me direz-vous. On vous pardonnera sur Sud Radio. En l'occurrence, je trouve que c'est absolument pas au niveau. Il y a quand même un sujet. La question n'est pas tant l'attribution de la Coupe du Monde qui s'est faite il y a maintenant quelques années, mais les conditions dans lesquelles elle se déroule en plein mois de décembre, dans un pays caniculaire, où il va y avoir des stades géants ouverts, climatisés, où il y a eu plus de 6000 morts pour la construction de ces stades. Enfin, pardon, mais je pense que là, la réponse n'est absolument pas à la hauteur du débat. Effectivement, Emmanuel Bléry. Par principe, je regarderai. Je suis un amoureux du ballon rond et du maillot bleu, donc je regarderai quelques matchs au moins de l'équipe de France. Maintenant, voilà, sur le fond, la question arrive à quelques heures d'ouverture de l'événement. On aurait pu se poser la question il y a quelques années au moins, quand l'événement est attribué au Qatar. On peut se poser beaucoup de questions. C'est pas le pays du foot, c'est vrai. 6500 morts, je crois, The Guardian qui avait enquêté. Voilà, on est dans un pays où on bafoue les droits de l'homme. Je crois que le fait d'être homosexuel peut vous valoir la pendaison. Donc on peut se poser effectivement mille questions. Mais je trouve que le débat arrive un peu tardivement. Effectivement, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait dire. On savait que ça aurait lieu au Qatar et la loi au Qatar n'a pas changé ces derniers temps. Jean-Philippe Dugouin-Clément. Oui, c'est le bal des faux culs. Enfin, il y a 12 ans, on a choisi, la FIFA a retenu le Qatar. À l'époque, Zidane était ambassadeur de la candidature du Qatar. Ça n'a choqué personne. Personne n'a rien dit. La situation des droits au Qatar, c'était la même. Elle était déjà catastrophique. On vient de tenir une COP à Sharm el-Sheikh, ou en Égypte, on pourrait également parler de la situation des LGBT ou des droits humains qui sont assez maltraités. L'année prochaine, on va avoir les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin qui sont un désastre écologique dans un pays qui est aussi un grand respect des droits de l'homme. Donc non, on est sur quelque chose, on se réveille 12 ans après pour dire c'est scandaleux. Oui, c'est scandaleux, mais on n'aurait jamais dû accepter ça il y a 12 ans. Voilà, bon, pour le reste, je regarderai les matchs de l'équipe de France. Évidemment, tout le monde les regardera, les matchs de l'équipe de France, surtout si on va loin. Pour rappel d'ailleurs, la FIFA avait attribué au Qatar l'organisation de la Coupe du Monde en même temps qu'elle l'avait attribué à la Russie pour la Coupe du Monde 2018. En matière de droits de l'homme, ça s'appelle faire un strike. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant, on continue à parler de cette Coupe du Monde. On va aussi parler de deux actualités qui sont importantes à nos yeux. D'une part, la réforme de l'assurance chômage qui a été votée définitivement cette semaine à l'Assemblée nationale. On va également parler des négociations qui sont dans leur dernière ligne droite en ce moment à Sharm el-Sheikh pour la COP 27. Est-ce que la France doit faire davantage d'efforts? Restez avec nous, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio, le débat de la semaine. Le débat de la semaine avec nos trois invités, Lamia El Harraj, conseillère de Paris, porte-parole du Parti Socialiste, Emmanuel Bléry, député Rassemblement National du Pas-de-Calais, Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France et maire de la ville de Mennecy. Dans un instant, nous parlons de l'assurance chômage. Nous revenons tout de suite sur cette Coupe du Monde. Vous parliez de balle des faux culs à l'instant. Je vous cite, je me permets de vous citer, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Concrètement, si j'essaye de défendre l'indéfendable, c'est-à-dire les propos du président de la FIFA, lorsqu'il nous reproche de faire des leçons de morale au Qatar, il est légèrement dans le vrai. C'est-à-dire que ça fait longtemps qu'on sait, comme vous le disiez, que cette Coupe du Monde aurait lieu au Qatar. Ça fait longtemps, on avait 8 ans quasiment pour pousser pour que le Qatar légalise ne serait-ce que l'homosexualité sur son territoire et on ne l'a pas fait.
Oui, mais on n'a mis absolument aucune condition. Il y a un tel pouvoir du fric dans le sport aujourd'hui, au travers de la FIFA, au travers du comité olympique, qu'on arrive à des aberrations. Je vous le disais tout à l'heure, l'année prochaine, on va avoir des Jeux olympiques d'hiver à Pékin, avec des pistes de ski artificielles. Il n'y a pas un seul flocon réel dans un pays qui bafoue les droits de l'homme. Demandez aux Tibétains comment ça se passe. On vient de valider sur les Jeux Olympiques d'hiver asiatiques qui se tiendront en 2026 ou 2027, je ne sais plus, en Arabie Saoudite, sur quelque chose de fait de totalement artificiel dans un pays qui bafoue les droits de l'homme, où on exécute encore au sabre. Voilà. Enfin, on a aujourd'hui un pouvoir sportif qui est devenu un pouvoir du fric et un pouvoir politique qui se réveille après la bataille. On a quand même, faut le dire aussi, on a un président de la République qui nous a demandé de ne pas politiser l'événement. Oui. Je pense que cet événement est tout sauf rien du tout. C'est au contraire politique en fait complètement. C'est un événement politique. On a la COP27 qui s'est réunie il y a très peu avec des engagements pour le climat. Elle est encore réunie, on va en parler dans un instant. Oui, voilà, donc avec des engagements pour le climat. Et puis on a cette Coupe du Monde qui arrive. Alors il va y avoir beaucoup d'allers-retours en avion. Je crois que c'est un avion toutes les 10 minutes, etc. Et puis donc deux poids deux mesures. Pourquoi le Qatar on ne pourrait pas politiser l'événement? On a politisé le sport, le football en l'occurrence. Les joueurs ont mis un genou à terre pour George Floyd. On a eu la France Black Blamber en 88. Ok, très bien. Mais pourquoi cette fois-ci on ne le fait pas? Parce que peut-être que le Qatar a des liens économiques avec la France, notamment avec Paris, le PSG, mais aussi de grands hôtels et de beaux hôtels à Cannes, à Nice. Donc on peut se poser la question. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut le politiser et dénoncer les choses. Et dans ce cas-là, ce sera ma dernière question à ce sujet. Qu'est-ce qu'il faut demander à l'équipe de France? Le capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, s'est attiré une volée de bois vert en expliquant qu'il ne porterait pas le brassard arc-en-ciel en soutien à la cause des droits des personnes homosexuelles, dans la mesure où il fallait aussi respecter les coutumes du pays où on joue. Ça vous a choqué ou pas, vous, Lamia Moi, Larrache? Ça m'a vraiment choqué. En fait, je rejoins complètement ce qui a été dit. On se rend compte qu'il y a aujourd'hui un environnement sportif, notamment chez les sportifs de très haut niveau, dans certains milieux. On parle des JO, on parle du football, on parle de la FIFA, qui sont totalement déconnectés des enjeux de la société, que ce soit sur le plan climatique ou sur les questions des droits de l'homme. Et ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable, notamment quand on est la France, 5e puissance mondiale, qu'on est le pays des droits de l'homme. On a, je crois, une part de responsabilité importante. On ne peut pas considérer que ce n'est pas politique. La politique, en un mot, ils auraient dû avec faire un quoi? grand P, pardon, mais la politique avec un grand P, c'est noble et pas politicien. Je pense qu'on ne peut pas demander aux sportifs, aujourd'hui à l'équipe de France, de porter la voix qui aurait dû être celle de la France. En revanche, porter le brassard en soutien à la cause LGBT ne me semble pas être complètement déconnant dans une séquence où, évidemment, ils sont français, ils portent nos valeurs et ils défendent normalement les valeurs qui sont celles du pays des droits de l'homme. Et ça aurait à tout le moins en tout cas permis de faire passer un message, à défaut de changer les choses sur place. Et on ne leur demande pas, eux, d'être ceux qui changent les choses, évidemment. Allez, continuons à parler de droits, des droits un petit peu plus terre à terre, mais ô combien importants en cette période de vache maigre. Les droits à l'indemnisation du chômage. Ça a été voté cette semaine, la réforme de l'assurance chômage, avec certaines modifications. Vous ne pourrez plus être indemnisé si vous refusez 2 fois un CDI équivalent au CDD ou alors au poste en intérim que vous occupiez. Ça, c'est une des modifications de cette réforme. L'autre modification, c'est que votre durée d'indemnisation pourra être modifiée quand on est en période de plein emploi ou en période où, au contraire, l'emploi se fait rare. Est-ce une bonne chose pour stimuler l'activité ou est-ce au contraire trop dur pour des personnes en grande précarité puisque par nature chômeurs? On commence avec vous, Jean-Philippe Dugoin-Clément. Par nature, refuser 2 CDI de suite s'ils correspondent à la recherche, c'est quelque chose qui ne correspond pas à quelque chose de rationnel. On est aujourd'hui à 7,4% de chômeurs dans ce pays. On était à 10% il y a de cela 6 ans. On a toute une série d'entreprises qui n'arrivent plus à recruter aujourd'hui. On passe notre temps à le dire, on manque de chauffeurs pour les bus, on manque de personnel dans les restaurants, dans l'hôtellerie, dans les bâtiments, dans les travaux publics. Et on est au bout du bout d'un système qui, s'il ne crée pas un peu plus d'incitation à travailler, va mettre ce pays à l'arrêt. Donc il y a une logique d'aller chercher le plein emploi aujourd'hui. Et je pense qu'effectivement, le niveau d'assurance chômage, quand on est dans un pays à 10% de chômage ou quand on est dans un pays à 7,4%, ne peut pas être le même. Ça met aussi un terme à un abus qui était employé, y compris de la part de certains employeurs, qui était de pouvoir licencier en gardant les droits à l'indemnisation chômage des salariés en abandon de poste. Il y a des salariés qui s'en servaient, des employeurs qui s'en servaient, plutôt que d'avoir des ruptures conventionnelles, ça arrangeait tout le monde, si ce n'est que c'est le contribuable qui paye en bout de course. Et je considère qu'on est sur un texte qui va dans le bon sens.
pense un peu tout le contraire. On peut discuter effectivement de ces choix devant plusieurs CDI, etc. Mais moi, je pense que ça va paupériser encore plus la population. Et aussi, au moment où on parle effectivement du pouvoir d'achat des Français, voilà, le français se retrouve encore une fois comme une variable d'ajustement dans un système assez complexe où il ne saura même pas le mois suivant si effectivement son indemnité baissera ou pas. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt revaloriser le travail, non proposer quelque chose de concret. En fait, c'est pour remettre aussi le pied à l'étrier, donner un peu d'impulsion. On propose d'augmenter de 10% les salaires jusqu'à 3 SMIC avec exonération de charges patronales. Voilà un vrai appel d'air. Et puis, il y a quelque chose qui est assez inquiétant. J'ai vu une dernière étude ou analyse, plus de 40%, 41% des Français ont la flemme depuis donc la Covid. Non, mais ça veut dire quelque chose. En même temps, ils ont la flemme puisqu'on a vécu une période assez compliquée avec des mesures, il faut le dire, parfois un peu loufoques. On a tous pris ça en pleine figure. Donc, je pense qu'il faut remotiver les gens et je pense que cette augmentation de salaire peut être une source de motivation. Maintenant, voilà, pour le reste, le français n'est pas une variable d'ajustement sur le plan économique de l'État. Après, pour revenir sur la flamme, si on est à 7,4% de chômage alors qu'on dit jour et nuit que c'est la crise, c'est aussi la preuve que les Français, qu'ils le veuillent ou non, ils travaillent en ce moment. Et ils sont très nombreux à travailler, en tout cas à avoir du travail. Bien sûr, oui, ils sont très nombreux. En tout cas, comme 6 millions de chômeurs, on a 10 millions de pauvres et je ne sais pas justement si cette mesure sera à la limite justement au pays des droits de l'homme, au pays dans cet état social, si elle correspondra à la volonté des Français. Après, techniquement, il faudra regarder puisque le gouvernement doit se réunir avec les partenaires sociaux le 21 novembre prochain pour définir un petit peu de ces modulations. Donc on regardera ça de près. L'ami à la rage. Écoutez, moi je crois que cette réforme, elle va dans le sens qui est celui de la politique libérale menée actuellement, à savoir la culpabilisation systématique des pauvres, des gens qui n'ont pas de travail, des gens qui n'arrivent pas à s'en sortir. Je pense qu'une réforme ambitieuse et progressiste aurait, par exemple, été dans le sens de chercher à lutter de façon massive contre l'évasion fiscale, qui nous coûte 8 milliards quand même, il faut quand même juste le rappeler, et qui permettrait de financer nos services publics. Je pense qu'une réforme progressiste aurait été de permettre d'arrêter les fins de droit. Alors ça va peut-être vous surprendre et je vais m'en expliquer. De dire désormais, quand vous êtes au chômage, à condition de justifier d'une recherche d'emploi active, et donc là-dessus, la question de refuser de CDI, à condition que ça corresponde à vos compétences et à ce que vous savez faire, ça me semble être une bonne chose. En revanche, il n'y a pas de limite dans le temps. Pourquoi ? Parce que les périodes où vous avez une baisse de votre indemnisation chômage, les périodes où vous avez un arrêt de vos indemnisations chômage, sont celles de la bascule dans la grande précarité et dans les minima sociaux qui nous coûtent de toute façon. Donc la question n'est pas celle du coût, c'est plutôt quelle vision on a de l'accompagnement des individus. On propose par ailleurs, actuellement on est au Parti Socialiste en pleine phase de réflexion pour le projet qui sera nôtre dans les prochaines années. Je suis porte-parole d'une initiative qui s'appelle Refondation, où nous voulons prôner la décentralisation de la question de l'accompagnement des personnes en situation de chômage auprès des régions et des collectivités territoriales. Les partenaires sociaux garderaient la compétence d'indemnisation. En revanche, l'accompagnement, la formation, notamment sur les nouveaux métiers qui vont être ceux de l'écologie, on va parler de la COP27 juste après, qui vont être des métiers sur lesquels on va avoir besoin de faire monter en compétences ou d'évoluer en compétence un certain nombre d'individus. Donc cette réforme n'est pas ambitieuse, cette réforme culpabilise les plus précaires et comme d'habitude, elle sanctionne et elle nivelle par le bas. Et alors pourtant, Jean-Philippe Dugoin-Clément, vous disiez que, jouer sur la durée d'indemnisation, c'était aussi une bonne manière de pousser au retour à l'emploi. Ça veut dire qu'il faut aussi moins bien indemniser pour faire en sorte que davantage de Français travaillent ? On a globalement un problème dans ce pays. Vous ne voyez pas une entreprise, vous ne rencontrez pas une entreprise, qu'on parle de grands groupes, qu'on parle de commerçants, qu'on parle de PME, de TPE, qui ait des problèmes de recrutement, qu'on parle d'emplois très qualifiés, non qualifiés, et ça, c'est bien de la faute ou mal payés. Français qui veulent pas faire, qui veulent mais pas on a aujourd'hui un véritable problème qui est double, qui est une question de formation et d'adéquation offre-demande, et on a aussi un système qui parfois n'est pas suffisamment incitatif. Alors il y a la question des niveaux de rémunération, ce qui est un autre sujet. Il y a la question de la lutte contre l'évasion fiscale, sur laquelle il faut se bagarrer, mais qui est un autre sujet. Et il y a la question du niveau de l'assurance chômage. Et la réalité, c'est que les amortisseurs dans un pays qui n'offrent pas d'emploi, quand on est à 10, 11, 12% de chômage, n'ont pas à être les mêmes que dans un pays où on a des milliers de postes qui ne sont pas pourvus. C'est une réalité aussi. Après, qu'il faille aller vers plus de décentralisation sur la formation, qu'il faille pouvoir aller se rapprocher des besoins qui ne sont pas les mêmes. D'ailleurs, en termes d'emploi, quand on va comparer l'Île-de-France à l'Occitanie,
Occitanie ou au Grand Est. Il y a des réalités différentes. Ça, c'est une réalité aussi. Donc vous pensez que si les chômeurs ne travaillent pas, c'est leur faute, c'est leur responsabilité. C'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que le système d'assurance chômage aujourd'hui permet des abus. Est-ce que vous trouvez normal qu'un salarié qui est en abandon de poste, quand il est licencié, puisse toucher le chômage? Moi, je considère que c'est quelque chose de profondément choquant. C'est des abus du système et qu'il faille mettre un terme à des abus du système qui sont payés par tous les Français, par tous les contribuables. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable. C'est tout. Tout. Mais si vous voulez, il y a un moment, on est dans un pays, on fait une généralité, et on considère qu'un salarié qui n'arrive pas à trouver d'emploi, c'est sa faute. Non, et donc c'est on va pas un salarié qui n'arrive pas. Quand vous refusez deux CDI, excusez-moi, mais quand vous refusez deux CDI, vous ne trouvez ça n'est pas de la culpabilisation en fait du salarié. Quand on vous propose deux CDI correspondant à vos recherches et que vous ne les prenez pas, oui, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable et qui est abusé. Ça, c'est un des aspects de la réforme. Excusez-moi. Je vous dis que je suis d'accord là-dessus. Excusez-moi, je ne suis pas député de la majorité, je ne suis pas membre de ce gouvernement et je ne porte pas cette réforme. Je vous dis que je considère que c'est une réforme qui va dans le bon sens, parce qu'on a aujourd'hui une inadéquation du marché de l'emploi et de l'assurance chômage, et encore une fois, qu'il y a des abus. Quand vous refusez des CDI... Non, vous n'avez pas arrêté de me couper. Quand vous refusez des CDI, c'est quelque chose qui est un abus aujourd'hui. Et quand vous êtes en abandon de poste, il n'y a pas à toucher le chômage. Et sur la durée de l'indemnisation, parce que là-dessus, vous ne répondez pas. Vous vous focalisez sur la question... Attendez, laissez-moi juste... je vous dis que c'est quelque chose qui est globalement dans le bon sens. Je n'ai pas dit que je le partageais globalement. Non, ce n'est pas un monologue et vous le savez très bien aussi. Précision des propos de Lamia El Harraj, vous allez pouvoir répondre. Moi, j'ai une question à vous poser, parce que vous focalisez depuis tout à l'heure sur la question de l'abandon de poste et du refus de 2 CDI. Ok, je considère que je suis d'accord avec vous là-dessus. Répondez-moi. En revanche, sur la question de la baisse de la durée d'indemnisation et la baisse des mensualités en fait de l'indemnisation, parce que là, c'est tout le contraire. Quelqu'un qui cherche un emploi déterminé, on lui propose quelque chose qui n'a rien à voir. Est-ce qu'on considère dans ce cas-là que c'est un refus de CDI? Oui, non. Par exemple, moi je suis pharmacienne, on me propose un poste de, vous disiez tout à l'heure chauffeur de bus, mais enfin ça n'a rien à voir. Donc il y a la question de l'adéquation. On a dit des CDI comparables aux demandes recherchées. D'accord, donc l'adéquation du poste, très bien. Et sur la durée de l'indemnisation, si je ne trouve pas d'emploi, c'est donc ma faute. Sur cet aspect-là, oui. Vous répondez pas là-dessus. Moi je voudrais rebondir aussi sur ce que vous disiez par rapport à notre proposition d'augmenter les... Donc c'est leur faute, et les chômeurs c'est leur faute aussi. C'est complètement lié en réalité. Il faut impulser, il faut faire un appel d'air. Vous dites que c'est pas lié complètement. Vos mesures sont quand même assez fermes. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement va avoir entre ses mains ses curseurs. Et qui nous dit que ces curseurs sont bien appliqués au bon moment pour les Français? Voilà, on avait jusqu'ici un système qui nous permettait d'être clair d'un bout à l'autre. Aujourd'hui, on sera un peu dans le flou puisqu'on va arriver dans des périodes peut-être difficiles, des périodes peut-être, et je l'espère, économiquement meilleur, et le gouvernement décidera de baisser le curseur, d'augmenter. Qui nous dit que le gouvernement va bien utiliser le curseur? Voilà, donc c'est des questions qu'on peut se poser. Et je ne sais pas si ça ressemble à la France, à notre état social. Allez, restez avec nous. On continue à débattre sur Sud Radio avec nos 3 invités, Lamia El Harraj pour le Parti Socialiste, Emmanuel Bléry pour le Rassemblement National que vous entendiez à l'instant, et Jean-Philippe Dugouin-Clément pour l'UDI. Dans un instant, on va parler de la COP27, puisque ce sont les dernières heures de la COP27, les négociations justement pour essayer de limiter autant que faire se peut l'impact du changement climatique. Est-ce que la France doit faire davantage d'efforts? Si oui, lesquels? On en parle dans un instant avec vous aussi. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, le débat de la semaine. La France, et pas seulement elle d'ailleurs, doit-elle faire davantage d'efforts dans la lutte contre les impacts du changement climatique? On parle de la COP27 qui a été prolongée jusqu'à aujourd'hui. Elle aurait dû se terminer hier. Les négociations achoppent notamment sur le financement des aides aux pays pauvres déjà frappés par le changement climatique. On en débat avec nos 3 invités, Lamia El Harraj pour le Parti Socialiste, Emmanuel Bléry pour le Rassemblement National, Jean-Philippe Dugouin-Clément pour l'UDI. Nous sommes également en ligne au 0826 300 300 avec Guy qui nous appelle, je crois. Bonjour à vous, mon cher Guy. Bonjour Sud Radio, bonjour messieurs, merci pour ce bon sujet, encore une fois sur Sud Radio. Mais merci à vous de nous appeler. Est-ce que la France peut faire des efforts et doit en faire davantage, en quelques mots, Guy? Il faut toujours viser à faire davantage. Vous savez, tous les sportifs qui veulent sauter, je ne sais pas quel est le record de saut à l'élastique, je prends le cas du saut à l'élastique. Bon exemple. Et donc le record, je ne sais pas, c'est peut-être 2m20 ou 2m30, quelque chose comme ça. Bon. Eh bien, celui qui veut sauter 2m30, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne à sauter 2m40. Comme ça, il est sûr de sauter 2m30.
Donc c'est ce que nous avons à faire. Et c'est ce qui va nous être obligé de faire, malheureusement, de par les événements, les privations que nous allons avoir concernant l'énergie, etc., etc. Donc la France, de toute façon, nous allons faire, et pas que la France, nous allons faire des efforts que nous le voulions ou pas. On sera obligé parce que on sera tous confrontés aux impacts du changement climatique. Votre message, en tout cas, il est passé, mon cher Guy. Merci de nous avoir appelés au 0800 26 300 300. On vous souhaite un excellent samedi à l'écoute de Sud Radio. Je le disais, c'est sur le financement des aides aux pays pauvres que manifestement les négociations achoppent. C'est toujours sur des questions d'argent, l'ami Alarage. Bien sûr que c'est toujours sur des questions d'argent. En revanche, il y a une question à laquelle on ne peut pas déroger, c'est quelle planète on veut pour demain. Aujourd'hui, la question qui se pose à nous, c'est est-ce qu'il y aura encore une planète Terre dans 10 ans ? Et je ne dis pas ça pour faire du drama, mais c'est une réalité. Est-ce que dans 10 ans, nos enfants seront encore en capacité... Je connais aucun climatologue qui dise qu'il n'y aura plus de planète Terre dans 10 ans, quand même. Bon, d'accord, ok. J'ai essayé juste d'être un peu caricatural pour grossir le trait. Bon, écoutez, je vois que vous n'avez absolument aucune sensibilité à mon humour, donc je vais être très très sérieuse. Est-ce que nous aurons encore une planète Terre en 2050 ? Ça vous voit un peu mieux ? C'est déjà mieux. La question qui se pose, pour être plus sérieux, la question qui se pose, c'est quelle planète on laisse pour nos enfants et comment est-ce qu'on est en capacité, même nous-mêmes, demain, de vivre sur cette Terre. Il a fait 45 degrés à Paris cet été. 45 degrés. Il y a une sécheresse absolument incroyable partout dans le pays. Vous avez des événements climatiques mondiaux qui dérégulent complètement. Ça, on est d'accord sur le constat. Donc maintenant, la question, c'est quelle ambition on se fixe et qui paye. Et je pense que les pays développés, les pays les plus riches, ont une responsabilité importante. La France en fait partie, à la fois en matière d'exemplarité, à la fois en matière de financement. Et juste, pardon, il y a aussi certains pays, on parlait tout à l'heure de Pékin, il y a aussi certains pays qui aujourd'hui sont clairement très en retard sur leurs engagements et n'ont aucune volonté affirmée en la matière. Et là aussi, il faut qu'on soit très exigeant et ils vont sans doute avoir un financement plus important pour à la fois rattraper leur retard et participer à l'effort collectif qui est cette fois mondial. Emmanuel Bléry. Moi, je pense qu'il faudrait regarder les choses concrètement. On parlait de la COP27. Les COP en général sont plutôt là pour culpabiliser l'Occident. Il suffit de regarder les chiffres de la France et de ses émissions de CO2 par exemple. On est à moins de 1%, pendant que la Chine, elle, dépasse les... On a commencé longtemps avant, ceci dit. Ce chiffre a été quand même démonté petit à petit, c'est-à-dire que concrètement, la France a commencé à polluer dès le début de la révolution industrielle, ce qui n'était pas le cas de la Chine. Oui, parce que l'histoire est différente, voilà, on est d'accord, mais en tout cas, aujourd'hui, on est à moins de 1% pour la France, et à plus de 30% pour la Chine. Oui, pour la Chine. Donc effectivement, moi je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les Français. Et en plus, parallèlement à ça, on est en train de supprimer notre meilleure énergie, la plus décarbonée, qui était le nucléaire. Donc tout est paradoxal dans ce pays. Donc voilà, moi je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les Français. Les Français se tiennent bien, et puis ne soyons pas non plus trop prétentieux par rapport à ça. Tout le monde fait le constat que la planète se réchauffe. Il suffit de mettre le bout de son nez dehors. Cet été, vous le rappeliez, à Paris, 45 degrés. On est d'accord, mais soyons pas trop prétentieux par rapport à ça. Regardons ce que l'homme peut faire effectivement vis-à-vis de ça. Est-ce qu'il faudra à un moment donné, on parlait de la planète qui s'arrêterait dans combien, 2050? Bon, voilà, faut être aussi assez clair dans ce qu'on dit, parce que ça fait peur en fait quand vous dites ça. Un enfant qui écoute ce que vous dites là actuellement peut avoir peur. Papa, maman, pourquoi madame dit qu'en 2050 on n'aura plus de planète? Les enfants, ils ont peur. Non, les enfants n'ont pas peur. Les enfants, c'est l'avenir. Les enfants, c'est l'avenir. Oui. Ils prennent en main. Ils ont compris qu'il y avait un enjeu. Ils ont une conscience écologique. Donc regardons ce qu'on peut faire dans notre beau pays, notre pays d'ingénieurs. Ne culpabilisons pas les Français, et puis ne cherchons pas non plus à changer le climat pour la Chine. Les Chinois le feront eux-mêmes. En fait, quand vous dites qu'on doit regarder ce qui se passe sur la planète, effectivement, peut-être, mais culpabilisons ceux qui polluent réellement la planète. Les Américains, les Iraniens, par exemple. Voilà, les Indiens. C'est ce que je viens de dire. Simplement, vous ne pouvez pas considérer que, par exemple, ce qui se passe en Chine, ou ce qui se passe en Iran, ou ce qui se passe aux États-Unis n'a aucune incidence sur la France. Parce que vous remarquerez qu'il n'y a pas de frontières au niveau de l'atmosphère. Ce que je dis simplement, oui, j'ai compris que tout était mondialisé aujourd'hui. J'ai bien compris ça. Mais ce que je veux dire ça n'a rien à voir avec la mondialisation. C'est juste de la géographie. Je n'ai pas parlé de mondialisation. J'ai dit que le phénomène est mondialisé, simplement. Voilà, j'ai bien compris. Je croyais que vous faisiez une petite... Jean-Philippe Dugoin, Clément, qui compte les points depuis tout à l'heure. Qui compte les points d'ailleurs de manière très stoïque. Je vous en félicite. Partout, la balle au centre. Ça, c'est parce que vous êtes centriste, c'est trop facile. Non. Tout le monde déborde d'humour aujourd'hui. N'est-ce pas? Le problème des COP, c'est depuis des années, elles n'aboutissent à rien. On fait des
grands raouts médiatiques, on fait des grandes déclarations politiques et la phase d'application concrète, elle est minime. Ou quand il y a des engagements, généralement, ils ne sont pas tenus par ceux qui les prennent. Donc on est vraiment sur des choses qui, aujourd'hui, je pense, servent assez peu sur ce qui est fait. Quand on parle du bilan carbone de la France, il y a deux choses. Il y a ce qu'on produit et la consommation ou le coût carbone d'un Français. Parce que la réalité, on produit énormément à l'étranger, on contribue à la production de carbone en Chine ou en Inde parce qu'on fait produire là-bas et ce qu'on importe. Non mais ce que je veux dire... C'est ce qu'on vend, vous avez raison, mais c'est ce qu'on vend nous en tout. Mais bien sûr. Mais s'il vous plaît, je vous ai pas coupé, je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Mais la réalité, c'est que le bilan carbone d'un occidental, individuellement, on consomme plus, on produit plus de carbone que ne le fait un Indien ou un Chinois. Prenons l'exemple de la mascotte des Jeux Olympiques de Paris. Si vous l'achetez, les émissions de gaz à effet de serre qui auront été produites, qui auront eu lieu lors de la production de cette mascotte, elles ont été faites en Chine, mais vous l'achèterez quand même en France. Donc concrètement, les Français, malgré tout, ils ont une consommation effectivement qui pollue. On a un mode de vie. On a un mode de vie qui pollue. Après, il y a une chose quand même, je crois, importante. Il y a ce qu'on porte pour les autres à l'étranger et ce qu'on doit porter pour nous-mêmes. Et la réalité, aujourd'hui, dans les questions du bilan carbone, on paye, et là je vous rejoins, la destruction depuis 20 ans de la filière nucléaire. On a un pays qui était producteur d'une énergie décarbonée. On se retrouve aujourd'hui en crise énergétique majeure. On se retrouve à se retourner vers des énergies fossiles pour essayer de compenser. Et là, on a un sujet majeur. Donc, il faudrait aussi, avant de donner des leçons à la Terre entière, qu'on commence à être en phase avec nous-mêmes et à progresser pour nous-mêmes. Le mot de la fin, Emmanuel Bléry. Oui, moi je le répète, il faut arrêter de culpabiliser les Français. C'est quand même quelque chose. Non, mais le sujet est quand même assez primordial. Tout le monde est un peu, des fois, un peu en panique vis-à-vis de ce sujet. Il faut regarder les choses de manière claire. Les chiffres sont devant nous. Nous sommes, on le proposait avec Marine Le Pen pendant la présidentielle pour le localisme, par exemple. Voilà, le fait de produire en France, de réindustrialiser le pays, permettrait effectivement d'éviter ces cargos qui viennent de l'autre bout du monde, de traverser nos mers, nos océans et de polluer ainsi. Voilà une mesure qui était concrète pour le climat. Et c'est vrai qu'après c'est le serpent qui se mord la queue, puisque CMA CGM, l'armateur marseillais, est l'un des groupes français qui est le plus en forme en ce moment. Donc économiquement, économiquement, il faut aussi le souligner. Merci à tous les trois, quoi qu'il en soit, d'avoir débattu dans le studio de Sud Radio. Lamia El Harraj, conseillère de Paris, porte-parole du PS, Emmanuel Bléry, député RN du Pas-de-Calais, et Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président UDI de la région Île-de-France et maire de la belle ville de Mennecy. Tiens, on parlait du climat, continuons à parler du climat. On parle auto dans un instant avec Laurence Perrault. Effectivement, et Jean-Luc Moreau qui, une fois de plus, a le moteur un peu grippé, mais je vous en dirai plus au début de l'émission. Un prompt rétablissement à lui. Il ne sera pas avec nous en